Bonjour à tous et bienvenue dans Entre les Skills, l'émission qui parle de nos compétences humaines pour mieux vivre ensemble et pour mieux se comprendre. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Pourquoi c'est quelque chose d'inné chez certains? Pourquoi d'autres sont en proie au doute? Est-ce que ça se construit? Est-ce que ça se cultive? Ou est-ce que ça vient naturellement? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions et je suis accompagné de deux invités, donc Léa et Davy. Alors, pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de table, de vous présenter rapidement ce que vous faites à Extia et si vous pouviez me définir la confiance en soi en quelques mots. Moi, je m'appelle Léa, je suis chef de projet événementiel RH chez Extia. Donc, je m'occupe de pas mal de projets, la mise en place de plein d'événements en interne avec tous les collaborateurs chez Extia. Et pour moi, la confiance, le premier mot qui me vient à l'esprit, ça serait l'assurance. Voilà. Ok. C'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Donc, C'est pas mal déjà. Voilà. Moi je m'appelle Davy, donc moi je travaille à l'ingénierie, donc mon métier c'est ingénieur en automatisme et robotique. Et pour moi la confiance en moi vraiment, je la vois vraiment lorsque je trouve ma place facilement. Ok, merci déjà d'avoir joué le jeu du petit exercice. Du coup, est-ce que vous vous considérez comme une personne ayant de la confiance au quotidien? Et si oui, dans quelle situation vous vous sentez en confiance? Vas-y, honneur, à toi. Au quotidien, peut-être pas. Parce que justement, quand je la ressens, c'est plus quand j'ai quelque chose que je maîtrise ou quelque chose où je suis à l'aise avec le fait de le faire ou autre. Mais quand justement il y a quelque chose que je maîtrise pas, là, potentiellement, je suis pas du tout en confiance. Ou quand mon environnement ou les personnes avec qui je suis me mettent pas en confiance ou que j'ai pas un bon sentiment, là, pour le coup, j'ai pas forcément confiance en moi. Mais du coup, ça dépend vraiment de l'environnement. Voilà. Donc, c'est pas tout le temps, mais... Donc, c'est assez contextuel, finalement. Ouais. Ok. Ouais, en vrai, pour moi, en tout cas, oui. Ok, ça marche. Ouais. Et toi, du coup? Moi, je dirais plutôt c'est selon le domaine ou le secteur. Je sais que dans le côté perso, notamment dans le sport, j'ai relativement confiance en moi. Mais c'est une confiance qui s'est construite. Et dans le côté plus professionnel, là, c'est vrai qu'il y a plus de choses qui rentrent en compte. Les personnes avec qui je suis, comment je me sens, admettons, dans un projet. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression d'être encore en construction de ma confiance en moi. Ok, et du coup, tu parlais de construction. Quels sont les éléments qui t'ont permis de te dire, aujourd'hui, j'ai besoin d'atteindre ce niveau-là de confiance. Qu'est-ce que je mets en place pour construire cette confiance en toi, finalement? Je dirais, pour le côté professionnel, c'est s'appuyer sur des faits, être factuel, en fait. Là, je me mets un objectif, ok, c'est un gros projet. Je me mets comme objectif de pouvoir le réaliser. Et ensuite, à la fin, je regarde ce que j'ai réalisé et je me dis, en fait, oui, j'ai réussi. Et maintenant, je peux avoir confiance en moi pour un projet d'envergure. Ok, donc c'est quelque chose que tu conscientises finalement après, mais pas avant. Non, pas avant. Ok. Non, parce que sur le moment, je me dis que ça peut te faire douter et tu peux faire un pas de côté, en fait. Tu te dis, oula, je vais peut-être pas y arriver, mais j'y vais pas, quoi. Mais du coup, ce qui est intéressant, je trouve, si je peux rebondir, c'est que ça veut dire que toi, tu associes la confiance avec le fait de réussir quelque chose. Toujours. Mais ok, donc si tu es en échec, là, c'est plus t'as pas confiance. Et ça, je pense que je l'ai toujours vu comme ça dans le sport. Enfin, grâce ou à cause, je sais pas, vraiment du sport où vraiment il y avait des objectifs en début de saison parce que je fais du vélo. C'est un sport individuel. Donc, quand t'es face à l'échec, t'es tout seul. Donc, tu construis ta saison, tu te dis, j'aimerais faire cette course, j'aimerais gagner cette course, et t'y vas. Et après, tu te dis, en fait, j'ai réussi. Ouais, ok. Donc, voilà. On pourrait se mettre d'accord presque sur le fait que c'est pas en réfléchissant en amont, c'est vraiment ce qui se passe après qui vous fait potentiellement ressentir du doute pour la suite, ou au contraire de vous mettre en confiance pour les prochaines épreuves ou les prochaines échéances. Vous allez reproduire cet élément-là. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord aussi. Ouais. Okay. Mais c'est aussi, ça dépend beaucoup du contexte, je trouve. Ouais, c'est pour ça que je rebondissais sur la réussite. Parce que moi, personnellement, en tout cas, c'est pas forcément si je réussis pas, je vais pas forcément. Enfin, ça dépend encore une fois le contexte. Mais du coup, c'est pas parce que je réussis pas un projet que je vais perdre confiance en moi. Mais justement, je vais essayer de trouver des leviers. Enfin, avec le temps, après, ça s'est aussi construit. Avant, ça pouvait être le cas où justement, je perdais confiance totalement. Mais du coup, avec des leviers à activer, où ok, là, j'ai pas réussi.
mais faisons en sorte que la prochaine fois je réussisse et je perds pas ma confiance, justement, je garde cette énergie pour essayer de faire la chose et qu'elle soit réussie derrière. Donc, des fois, je trouve que ça booste aussi, c'est pas forcément la réussite qui fait qu'on perd confiance ou pas, ça dépend du contexte. Moi, je trouve que c'est vraiment ça qui joue beaucoup autour de nous. Donc c'est intéressant parce qu'il y a ces deux visions qui s'affrontent et il y a un psychologue canadien qui a travaillé sur le sujet et alors il a écrit un livre qui s'appelle L'exercice du contrôle qui est sorti en 97 et en fait lui il est spécialisé dans tout ce qui est lié à la motivation, la confiance en soi et tout le comportement qui s'accompagne en fait de créer ce mindset pour avoir cette motivation. Et en fait le concept central de sa recherche dit que voilà, c'est pas quelque chose qui se passe en amont. C'est pour ça que j'ai posé la question un peu plus tôt. Est-ce que c'est quelque chose que vous construisez un peu en avant ou est-ce que c'est quelque chose qui va à un état d'esprit qui se libère après? Lui, il est persuadé qu'en fait, si on se pose pas de questions avant, la confiance en soi, en fait, n'est pas touchée par l'ego ou par le doute. Et c'est ensuite, après, quand on regarde les résultats, qu'on peut tirer des conclusions, du coup, des leçons, etc. Donc, soit via l'échec, soit via la réussite. Ouais. Et que du coup, en fait, si on arrive à avoir cette acculturation avec soi, de dire, je me pose pas de questions, j'avance et on verra par la suite. Étape par étape, il ne faut pas aller trop loin hors de sa zone de confort. Oui, forcément. Lui, il est persuadé que c'est un comportement positif et il a accompagné plusieurs sportifs et sportives pour ça. Et effectivement, il a vu des résultats en changeant un peu ce mindset-là, de cultiver finalement cette confiance en soi en ne se posant pas de questions juste avant. C'est drôle ce que tu dis parce que souvent on dit, enfin moi dans le sport, je dis aux jeunes qui se posent beaucoup de questions, cette année j'aimerais bien aller faire des Coupes de France, ils se posent beaucoup de questions en amont de l'hiver, en amont de la saison. Et je leur dis souvent, laisse-toi tranquille, vraiment laisse-toi tranquille aussi bien physiquement et dans ta tête et tu verras, tu rouleras plus léger, plus libéré et tu te poseras moins de questions. Et naturellement, tu vas voir, ça va en découler. Et généralement, ça se passe comme ça. Parce que souvent, on idéalise une posture ou une situation. Oui. Et en fait, plus on va l'idéaliser, plus elle va être précise dans notre tête. Ouais. Et on va la comparer un peu à ce qu'on a vécu ou pas. Ouais. Et indirectement, oui, ça va être un poids à traîner. Donc, il faut savoir se libérer de ça et de se dire, ok, ça peut être cool si ça se passe comme ça. Ou au contraire, j'en tirerai des leçons et puis avancer. Mais je trouve ça dur à mettre en place dans le milieu professionnel. Parce que dans le milieu professionnel, on est plutôt dans l'anticipation. Ouais, à vouloir éviter les problèmes qui peuvent souvent coûter, admettons, cher, du temps ou vraiment de l'argent. Donc on peut pas avoir cette réflexion-là. Il faut être au juste milieu, je pense. Mais c'est dur. Ouais, je suis assez d'accord et même pour rebondir à ce que tu disais avant par rapport au fait de faire par étapes. Pareil, moi aussi je fais beaucoup de sport, plus côté collectif pour le coup, donc c'est intéressant parce que tu as la vision individuelle, moi collective. Et justement, je trouve que parfois on peut se fixer des objectifs qui sont pas forcément atteignables en individuel et du coup qui dépend aussi parfois du collectif. Oui. Et du coup, c'est pour ça que parfois je pense qu'on perd confiance parce que l'objectif est tellement haut qu'on procède pas par étapes pour arriver à cet objectif. Et du coup, effectivement, si on cultive pas cette confiance petit à petit, et en fait, on essaye de sauter un peu le pont, mais en fait, on tombe dans l'eau parce que du coup, on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, quoi. Genre, je trouve qu'il faut se fixer des petites étapes, comme tu dis. Quantifiables et atteignables. C'est ça, les objectifs. Des objectifs smart, en fait, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Carrément. Tout à l'heure, on a parlé du doute. Du coup, j'ai une question pour vous. Quel est votre rapport au doute par rapport à la confiance en soi? Alors, je vais me répéter, je vais essayer de reformuler. Est-ce que ça a un impact sur la confiance en vous, enfin, votre confiance en soi? Le fait de douter? Le fait de douter. Est-ce que ça a un impact vraiment négatif? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous alourdir? Ou au contraire, c'est quelque chose qui peut vous servir de levier? Moi, je dirais levier. Ouais. Après, ça dépend si tu cultives ce doute, justement, mais de levier dans le sens où je trouve que ça permet de se remettre en question et justement de potentiellement aller se fixer encore une fois, des objectifs qui, pour le coup, peuvent être atteignables et du coup remettre en question ces objectifs-là pour avancer. Et justement, je trouve que parfois, il y a des belles surprises où on a douté sur un projet ou un objectif et finalement, on l'atteint. Et je trouve que du coup, ça donne un boost de confiance en soi de se dire « Ah je pensais pas que j'étais capable de faire ça et je l'ai fait ». Et ça revient encore une fois sur la réussite, je trouve, qui là, du coup, est hyper révélateur.
Et du coup, sans le doute, on n'aurait peut-être pas pris le risque de faire telle ou telle chose. Du coup, je trouve que parfois, il est nécessaire. Mais c'est vrai que parfois, on peut cogiter et du coup émettre plein de doutes, etc. Et là, pour le coup, ça peut être négatif. Je sais, si je prends mon cas perso, des fois dans des fêtes niveau sport où je me sentais pas bien ou des choses comme ça, je ruminais beaucoup. Du coup, j'y mettais énormément de doutes, etc. Et du coup, le fait d'émettre trop de doutes et de ressasser la situation, en fait, au bout d'un moment, évidemment, tu retournes à l'entraînement le lendemain, ça va pas, tu fais n'importe quoi, parce que justement, tu as ruminé ces doutes-là, et du coup, c'est négatif. C'est une spirale négative, et si tu t'en sors pas, En fait, tu es en train de dire qu'il y a deux types de doutes. Ouais. Il y a le doute qui va te propulser et le doute qui va t'entraîner vers le bas. Dans la spirale négative. Ouais. Moi, c'est un peu ce que je ressens aussi. Tu vois, t'as le doute qui permet de te faire, de prendre de la hauteur, de pas foncer, de se dire bon, ok, j'y vais. Attends, je doute, je fais un pas de côté, un pas en arrière. Ok, je sais pourquoi on y avance, mais tranquillement, petit pas par petit pas. Et après, t'as vraiment le doute où tu disais, t'es dans ta tête. Et là, tu t'avances plus en fait. T'es à l'arrêt complet et tu sais même plus ce que tu fais. Donc il y a deux types de doutes et il y en a un, je trouve, qui est challengeant, qui est grisant, parce que tu parlais de réussite. Moi, j'ai vraiment l'exemple. Souvent, je fais du vélo, mais précisément du VTT. On a des obstacles à passer. Il y a des sauts. Des fois, on arrive à l'aveugle. L'idée, c'est on doute. On se dit, oula, attends, j'y vais. Je prends de la hauteur. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois pousser le vélo? Est-ce que je dois arriver avec plus de vitesse? T'as pris de la hauteur, t'as réfléchi 2 secondes et t'y as réussi. Par contre, si tu commences à douter et te dire, je sais plus comment faire, c'est mort. Je réfléchis plus et là, j'ai trop douté et là, j'échoue en fait. Carrément. Donc il y a le doute qui paralyse, et il y a le doute qui motive. Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve que ça peut potentiellement être relié à un aspect de gestion des émotions qui revient aussi à l'épisode précédent que tu as fait. Mais oui, justement, peut-être que si on contrôle plus nos émotions, on est capable de contrôler ce doute-là et du coup, de faire en sorte de garder cette confiance en soi et de réussir dans les projets qu'on de se regarder en fait. Tu te regardes, t'es là, tu sais plus quoi faire, tu te regardes, tu te dis pourquoi je doute là, comment t'en sortir Ouais, en effet, on se sent un peu seul face à soi-même finalement. Et il y a un super bouquin, alors j'ai perdu l'auteur, mais on le mettra en description. La montagne, c'est toi. Qui parle justement que la vie en fait c'est un enchaînement de montagnes. Donc il faut imaginer un grimpeur qui va faire tous les sommets du monde de sa vie. Et en fait, souvent, on voit les hauteurs, mais on se souvient pas de ce qu'on a déjà vécu. Donc ça se trouve, on en a déjà gravi et descendu des montagnes. Ouais. Mais c'est vrai que faut pas se laisser paralyser par ce doute-là. Il faut aller analyser, alors parfois naturellement, très instinctivement, ou au contraire se dire, ok, c'est peut-être trop à l'instant T. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller plus loin quoi, simplement. Et ça, je pense que c'est plus facile dans le collectif d'avoir des gens aussi qui nous tirent vers le haut aussi quand on est un peu plus, quand t'es dans un sport solo. Moi j'ai fait deux sports, j'ai fait que du sport quasiment en collectif et c'est vrai que des fois moi j'avais tendance à un moment à baisser les bras. Il y avait quelqu'un qui me prenait, qui dit mais non, mais motive-toi, on va y aller tous ensemble, mais on va gagner ce match. Et au contraire, des fois c'était moi qui faisais le contraire. Donc c'est une question finalement peut-être de gestion des émotions, de gestion aussi d'avoir ce petit temps off, de couper un peu son cerveau, de se dire on n'est pas tous atteints au même niveau. Il y en a pour qui un petit rien ça va les faire, vous savez, ils sont sur la lame de rasoir, un petit rien va les faire tomber en fait directement. Et il y en a d'autres, non, en fait, ils sont sur une colline, ils y vont, c'est bon, ça va le faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, dans le collectif, c'est hyper important. Mais par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec cet aspect collectif, parce que je trouve que parfois, justement, c'est pas forcément que du positif. Effectivement, il y en a qui te poussent vers le haut, etc. Mais parfois, en tout cas, moi, je l'ai rencontré dans certains des sports que j'ai faits, où justement la bulle collective c'était vraiment de la compétition et du coup tu vois, où quand on est plusieurs, donc moi je fais du handball, quand on est plusieurs sur un même poste, il y a forcément de la compétition pour jouer le plus pendant le match. Et sauf que du coup cet aspect où au moment où tu te sens démotivé, autour de toi ça va pas forcément te motiver parce que justement elles prennent entre guillemets la lumière, donc elles prennent de la confiance. Mais toi derrière, en fait, c'est pas non plus de la méchanceté, mais du coup, elle t'aide pas à te relever. Du coup, je trouve qu'il y a,
tu vois, côté individuel, au moins, t'es seul face à toi-même. Ah oui, exactement. Mais collectif, ça peut être bien, mais aussi pas bien. Mais justement, c'est une super transition parce que trop j'ai bien. l'impression que ça touche un petit peu aussi à l'ego. Ah bah oui, Ouais, complètement. bah oui. Et du coup, quel est votre rapport à l'ego et votre, enfin pardon, je vais la refaire. Quel est votre rapport à l'ego par rapport à votre confiance votre confiance en vous? Parce que des fois, quand l'ego est touché, il y a tout qui descend. Est-ce que votre ego a pris énormément de place dans le doute ou alors lors d'une remarque, etc., et que ça a touché votre confiance en vous sur une situation donnée, alors que ce soit dans un sport ou dans le travail? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. On travaille bien ici avec Stia pour les questions. Mais pour moi, c'est un peu corrélé parce que quelqu'un qui a un énorme ego, naturel, enfin pour moi, c'est corrélé avec la confiance en soi. Quelqu'un qui a, enfin ouais, moi j'ai vraiment l'image dans le vélo de quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui se prend pas pour n'importe qui. Ben, il a énormément confiance en lui, quoi. Bah parfois ça cache des choses, je pense. Ou ça peut être une Peut-être. carapace où la personne justement, elle se met peut-être beaucoup en avant, mais en fait derrière elle a pas confiance en elle et en fait c'est son moyen peut-être de réagir ou Du je coup, sais pas. est-ce qu'on parle d'arrogance d'une certaine façon? Parce que l'arrogance, c'est un Ouais, peu lié peut-être. à la fois à une forme de surconfiance en soi et d'ego plus ou moins mal placé. Pour moi, l'arrogance, c'est vraiment quelqu'un qui est arrogant et il va grossir le trait, il va grossir les histoires et il va avoir un côté un peu pervers, c'est d'écraser les autres pour pouvoir monter. Là où quelqu'un qui a vraiment une confiance en lui, il va être plutôt dans l'échange, dans la bienveillance envers les autres. Il va être C'est factuel, il va dire oui, bah, je suis bon parce que je sais faire ça, ça, ça. Quelqu'un qui est arrogant, il va dire ouais, non mais moi je suis le meilleur et puis toi de Ouais, toute je sais façon tout faire. tu vois pas le jour. Ouais, c'est Ou, vrai. voilà, c'est un peu la différence. Il y a un mauvais leader dans l'arrogant. Moi je le vois comme ça. Ok. Ouais, c'est vrai. Pardon, du coup on n'a pas du tout répondu à ta question. Non, mais justement, j'allais y revenir. Et du coup, la place de l'ego, finalement, dans votre confiance à vous, personnellement, quelle place vous lui donnez, en fait, finalement? Si tu veux, Vas-y. Dans le travail, par exemple, j'avoue que je pense que c'est plus mon ego qui prend que ma confiance en moi. Parce que, je sais pas, je trouve que ma confiance en moi, elle est différente enfin, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais je trouve qu'elle est différente en dehors avec mes amis, ma famille, etc., que au travail, parce que le travail, c'est le travail, enfin, c'est pas, c'est ce que je fais tous les jours, mais enfin, du coup, en fait, c'est plus quand s'il y a une petite remarque ou un petit truc, ah bah ça, c'est pas très bien fait et tout. Moi, c'est plus mon ego et justement, je vais me dire, ok, bah, je vais faire en sorte que la semaine prochaine, tu me fasses pas cette remarque-là. Ouais, Et que ça va j'y te vais. challenger, quoi. Ouais, mais du coup, ça impacte pas ma confiance, Donc toi, tu mais marches ça à touche l'ego. mon ego. Tu marches à l'ego. Si jamais c'est le dernier recours, on sait plus comment te motiver. On te fait une remarque, Ouais, ça je va pense. te piquer dans ton ego et là, tu vas rebondir. Ouais, je pense. Ok. Mais par contre, si on fait tout le temps que des remarques du coup négatives ou en lien avec l'ego, bah là pour le coup ça va m'impacter. En fait, s'il n'y a pas derrière un peu de reconnaissance avec Et là, tu vois, des doutes. messages, ouais. Non mais en vrai ça peut être une Bah oui. spirale en vrai. Ouais, Ok. Mais voilà. Après c'est un exemple. Ah, c'est Je intéressant. sais pas si toi dans le monde pro par exemple. aussi Bah, ça. l'ego, moi, dans le monde professionnel, j'ai l'impression de mettre un peu moins d'affect. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu mon ego de côté. Par contre, la confiance en moi, je pense que je vais l'avoir. Enfin, comme j'ai moins d'ego, la confiance en moi, elle va être impactée à travers ce que je vais pouvoir faire, ce que je vais rendre comme travaux, comme sujet. A fait moins protection, du coup? Ouais. Ok. Ok. Voilà. Ouais, c'est Intéressant. marrant, ouais. Du coup, Ouais, ça se Donc c'est une commence forme de à se sécurité, Mais c'est une finalement? forme de protection. Ouais, Ouais. ok. Je me dis, je mets pas d'affect dans le travail, ça doit pas m'atteindre en fait, c'est du travail. Donc, ouais, c'est une protection, je pense. Mais du coup, donc ton ego est quand même derrière. Ben, dans le travail, je sais pas, j'ai moins cette sensation-là d'avoir d'ego. Ok. Tu vas me dire quelque chose de blessant, bah, ok, ça va moins m'impacter. Par contre, dans le monde, à l'extérieur, là oui, par contre, ça va plus me challenger. Beaucoup dans le sport marche à l'ego. Et c'est alimenté par les réseaux sociaux, hein, sur Strava, les choses comme ça, où on a envie de montrer, ça booste l'ego, ça booste la confiance en soi. Et, C'est pas un peu ce qu'on voit aussi sur LinkedIn pour le travail? Les personnes qui boostent un peu leur ego, qui tirent sur... les sportifs, Moi, c'est comme ça que je le voyais beaucoup au début quand je suis arrivé sur LinkedIn. Je me suis dit, waouh, les gens, ils ont l'air trop forts. En prouveur, en fait. Ouais, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est un
un système un peu de prouveur. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui cache en fait en fait, on cherche à se vendre finalement. Et du coup, est-ce que moi, je sais que j'ai peur de ça. Moi, j'ai peur de trop me vendre. J'aime bien les choses justes. Tu vois, j'aime bien être à ma place entre guillemets, me sentir à ma place et si je vais trop loin, alors je peux aller trop loin pour me challenger. Mais me survendre, je ne pourrais pas. Ouais. Et du coup, ma confiance, quand je vois des fois les gens me vendre au boulot, etc. Ouais, tu vas voir, c'est sur cette situation-là, c'est l'homme à avoir et tout ça. Et puis moi, je suis en mode, waouh, là, je suis en pro au doute. Là, je me dis, ouais, je connais rien du tout du sujet. Ils me font comme si j'étais Neil Armstrong pour aller sur la Lune. Et est-ce que ça fait augmenter justement ta confiance en toi ou pas à ce moment-là? Ah non, sur le coup, non, pas du tout. Je suis en mode, waouh, je suis en ça te fait plus stressé que. Je suis en Et pro ça au doute. booste pas ton ego? Tu te dis C'est pas, après. Ça te gonfle. Ouais, moi, c'est après. Du coup, c'est pour ça que je disais, c'est quelque chose que je mentalise pas vraiment. Je sais que je suis en pro au doute. Ouais. Mais comme j'ai une gestion des émotions qui me permet de me dire, OK, ça, c'est du doute. Ne mets pas trop d'énergie là-dessus. Oui. On va voir, on prend les choses une par une. Chacun aura son temps pour ça. Ok, tac. Et après, je me dis, il m'a bien vendu. Et puis en plus, j'ai bien réussi à. Maintenant, je vais pouvoir me vendre comme ça. Tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Okay. Trop bien. Et on parlait de sécurité. Justement, j'ai quelques chiffres clés à vous partager sur. Non, pas quelques chiffres, quelques facts sur la sécurité psychologique liée à la confiance en soi. Il y a Amy Edmondson, qui est une chercheuse d'Harvard, qui a écrit un article justement sur la confiance en soi, mais plutôt orienté sur le côté sécurisant psychologiquement. Okay. Qu'est-ce que ça fait en termes de sécurité psychologique d'avoir un certain niveau de confiance, ou alors au contraire avoir d'être presque au rebut de soi en termes d'image. Et en gros, c'est souvent lié à quelque chose de systémique par rapport à. Alors, on est tous différents, etc. Mais on a tous des biais sociaux systémiques. Les hommes vont avoir plus tendance à avoir confiance en eux dans le sport, etc. Les femmes beaucoup plus sur des choses liées aux émotions, la gestion des émotions d'une situation vraiment très spontanée, mais ça c'est systémique. Et après, selon encore des différents cercles, je ne sais pas comment dire le mot, mais selon la typologie de personne que tu es, par rapport à ton vécu, ton niveau d'études, le milieu où tu as pu grandir avec le sport ou pas du tout, même en termes de pays, en fait, on va pas avoir le même rapport à la confiance en soi et on va pas créer la même sécurisation systémique autour de ça. Et c'est tout souvent ciblé en fait sur des sujets spécifiques. D'où la question que je vous ai posée, dans quelle situation, etc. Il y a un autre article que je voulais vous partager qui s'appelle The Fearless Organization, qui est sorti dans les années 2010. Et pareil, donc ça parle pas exactement du côté systémique, mais c'est un super article sur justement la sécurité psychologique liée à la confiance en soi, comment se construire entre guillemets ou mettre en place cette sécurisation pour pouvoir avancer et pas être tout le temps en proie au doute mais le doute plutôt paralysant. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure du doute négatif. Okay. J'aimerais beaucoup qu'on vous pose une question sur le syndrome de l'imposteur, parce que c'est souvent lié à la confiance en soi. Est-ce que aujourd'hui, au travail ou même dans votre vie, est-ce que vous ressentez un peu ce syndrome de l'imposteur? Et si oui, j'aimerais bien, ou alors non, comment tu le vis? Enfin, comment tu le vis et qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'on attend de vous sur ces sujets-là? Vas-y. Je te laisse commencer. Ok. Moi, du coup, c'est passé parce qu'aujourd'hui, j'ai pas récemment ressenti ce syndrome de l'imposteur. Mais c'est vraiment, on va dire, à l'adolescence ou toujours pareil, le vélo, on y revient encore. Où je passais en catégorie en junior élite. Donc là, c'était le meilleur niveau en France de VTT. Et donc, j'étais arrivé par une petite porte, en fait, dans ce niveau-là. Il y avait fallait faire le championnat entier toute l'année d'avant, soit fallait faire 5e au minimum d'une course. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et en fait, j'étais arrivé en début de saison, très stressé, dans ma tête uniquement. J'avais fait un bel hiver d'entraînement et j'étais très stressé, en fait. Et dès l'instant où je me suis laissé tranquille et j'ai arrêté de me comparer aux autres,
Parce qu'en fait, c'est vraiment la comparaison qui faisait monter en fait les choses, de me dire, mais en fait, eux, ils sont comme ça, mais moi, je vais jamais y arriver. Et puis en fait, sur la ligne de départ, mais j'ai jamais ma place. Ils sont vraiment trop forts. Et eux, ils ont des meilleurs vélos, ils ont des entraîneurs. Et en fait, dès l'instant où je me suis laissé tranquille, que j'ai arrêté de me comparer, j'étais beaucoup plus léger. Et après coup, on a pu voir que les résultats ont suivi très bien. Donc voilà. Trop bien. Trop bien, oui. Moi, j'avoue que pareil, là, je l'ai pas, enfin, je le ressens pas forcément, ou je l'ai pas ressenti en tout cas là dans les 5 dernières années peut-être. Mais justement, pareil, je sais plus en t'écoutant, Ouais. ça me fait penser aussi à une expérience sportive où d'un coup, je me suis retrouvée aussi dans la catégorie supérieure au niveau collectif et que d'un coup, je savais plus rien faire parce que j'avais absorbé trop de pression, je comprenais pas pourquoi moi j'évoluais, peut-être pas les autres, etc. Et pour le coup, moi ça a dégringolé parce que du coup j'ai pas réussi à me sortir les idées néfastes entre guillemets à ce moment-là. Mais du coup pour revenir à ça, après j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur moi pour justement éviter que ce syndrome apparaisse une nouvelle fois. Parce que du coup, ça m'a impacté et je voulais plus que ça m'impacte dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc, du coup, je l'ai pas retrouvé. Après, peut-être que dans un an, j'aurai peut-être un syndrome d'imposteur. Mais voilà, j'y ai travaillé et depuis, c'est pas apparu entre guillemets. Donc voilà. Ok. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien, quoi. C'est, je pense c'est que drôle depuis... d'être aussi clair sur ça. Ouais, mais parce que j'arrive à conscientiser des fois le pourquoi. Mais c'est un travail que je fais depuis des années, même en perso. Moi, des fois, je me lance dans des sujets, dans des projets. Je suis trop content parce que je suis très curieux, donc je me lance dans des trucs. Et des fois, je sais que ça me dépasse. Enfin, je vois en fait mon domaine d'incompétence par rapport à plein de trucs. La comparaison finalement, ou alors truc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux dire. Tu te dis, mais je mérite. Ou des fois, tu te dis, mais je réussis tellement bien comparé à des gens qui mettent longtemps à faire ce que je fais. Exactement. Et là, tu te dis, mais je vais les dégoûter en fait du truc. Il y a de ça, ou alors ce côté aussi trop perfectionniste en fait. Ah oui. Je veux trop faire. Je veux que ce soit léché, mais vraiment à la lettre près, ou sur j'anime des collectifs en dehors, sur différents sujets, en tant que militant, en tant que dans des milieux associatifs. J'ai même coaché des équipes de sport par-ci par-là, mais parce que je me suis dit, il y a une opportunité, je vais apprendre des choses. Et à un moment donné, en fait, j'arrive à un truc, ça me plaît, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Parce que avoir à ton propre projet. Ouais, c'est ça. Et c'était un peu presque le fake it until you make it, quoi. C'est vraiment. Puis à un moment, je me retrouve dans un entre-deux, je suis en mode. Qu'est-ce que je fous là en fait? Mais je sais pas, c'est pas mon rôle, je suis pas qualifié pour ça, quoi. Et au contraire, donc du coup, j'essaie de travailler dessus. Mais du coup, tu penses ne pas mériter ta place alors que justement, t'as osé faire ça? Et dans les faits et dans les résultats. Ah oui, mais quand je fais la conclusion, oui, en fait, finalement, je le suis. Mais quand je suis en proie à ce doute-là, ça peut être, des fois, ça peut durer une seconde, comme ça peut durer pendant des mois. Mais parce que il me manque peut-être le truc qui va me faire, le déclic qui va me faire réaliser, l'échange avec un père qui va valoriser, va dire, tu vois, un peu un mentor, tu vois, qui va me dire, ce que t'as fait là, franchement, c'est nickel. Ça, c'est trop bien, et avance, continue, tu vois. Là, ça va mais si c'est quelqu'un que tu vois au quotidien, pas qu'il y a un rapport d'infériorité, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais qui tu le connais très bien, etc., mais qui connaît pas trop bien le milieu, et pour lui c'est un peu aussi quelque chose que je l'aurais pas fait, donc du coup c'est super intéressant et c'est trop bien que tu l'aies fait. Ça a un peu moins de valeur, ou ça crée pas ce déclic chez moi de me dire en fait si c'est ma place, elle est là, quoi. C'est très très drôle. Mais il y a différentes façons de ressentir ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous avez à peu près une idée de quelle typologie de syndrome d'imposteur vous pouvez être en proie? Aucune idée. Pas trop non plus. Ouais, moi j'avoue que je l'associe beaucoup au mérite. Au mérite, ok. Ouais, voilà, c'est ça. La méritocratie, tu mérites ta place. Ouais, c'est ça. Et c'est pas on t'a catapulté dans un endroit. Ouais, exactement. Et genre, du coup, je l'associe beaucoup à ça parce que, si je prends encore une fois, si on prend des exemples perso, moi perso, j'ai fait en sorte d'aller chercher ce pourquoi je suis ici ou là. Et du coup, j'estime mériter d'être à cette place-là. Okay. Ça veut pas dire que je veux pas aller plus loin. Mais du coup, j'estime mériter parce que j'ai travaillé pour et on m'a pas poussé à être là. Et du coup, je me pose pas cette question-là. Et après, moi, je trouve aussi, il y a le regard des autres.
toujours un peu cette dimension où on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je vais pas être intégré. Notamment dans un Exactement. groupe ou dans une entreprise, t'es mis responsable d'un service, tu mérites pas, mais les gars qui sont avec toi, ils vont pas. Il y aura un moment où ça va créer des tensions. Ouais, c'est vrai. Tu vois, moi je l'ai eu avec Stia aussi. Changement de mission aussi, c'est contextuel. Ouais. Changement de mission, c'était un objectif à atteindre pour moi d'atteindre ce niveau-là. Et j'arrive chez le client. Je dis pas qu'on m'a survendu, mais tu vois, on me vend avec des beaux mots, etc. Et je me dis, oui. mais moi ça c'est un objectif à atteindre. Là, je dois avoir cette posture-là. Donc là, fake it until you make it, tu vois. Mais après, je me suis dit, en fait, oui, c'est complètement ma place parce que il y a eu un contexte de réorg. On a maintenu l'équipe, on a maintenu la cadence, la qualité produit, etc. pendant plusieurs mois, alors que c'était un gros bazar. C'était un gros bazar. Donc, et là, je me dis, ah ouais, en fait, si. En fait, je sais gérer ce genre de situation et je crois que je suis même bon à ça, en fait, quand c'est instable et pour rajouter ce côté. Motivation de l'équipe, continuer, organiser, puis absorber une charge de travail qui est changeante. Bah ouais, en fait, je sais le faire. Mais sur le coup, ouais, syndrome de l'imposteur de ouf. Ok. Et du coup, pour revenir du coup sur les différents types de syndrome de l'imposteur, alors je vais citer Redmond Henrici et Valérie Young, qui sont deux chercheuses américaines qui ont travaillé sur le syndrome de l'imposteur. Et il y a 5 profils d'imposteurs, entre guillemets, de personnes qui se sentent comme imposteurs. Il y a les perfectionnistes, donc on en parlait tout à l'heure, ce qu'on veut trop bien faire. Les experts, donc c'est les personnes qui sont effectivement experts dans leur domaine, mais du coup ils sont tellement en conscience de leurs compétences et de leur incompétence qu'en fait ils ne voient que ça, que leur incompétence. Ça, je suis grave d'accord. Et tu vois, et il y a des gens qui ne ressentent pas ce syndrome mais qui connaissent un peu ce sentiment-là. Mais là c'est poussé. Il y a la personne qui est solo. Le type de la petite solo, c'est quelqu'un qui est autodidacte, en fait, qui a tout fait tout seul, sans aide, etc. Et en fait, là, il se retrouve un peu face à un mur, où en fait, où il a besoin peut-être d'apprendre ou de quelqu'un qui valorise son truc, mais qu'il n'a pas, entre guillemets, l'entourage à l'instant T pour ressentir ces choses-là. Il y a ensuite le syndrome du super-héros. Je l'ai fait parce que personne prenait la place et machin, mais en fait, je ne suis pas un héros, voilà. J'ai voulu aider, mais je sais pas pourquoi je suis là et je mérite pas tout ça, quoi. J'ai juste eu de la chance. Et la personne naturelle qui est qui est juste trop humble. Et là, c'est un autre débat et je pense qu'on fera un gros épisode un jour sur le syndrome de l'imposteur parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui. Et est-ce que vous savez le pourcentage de la population qui est en proie à ce syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie professionnelle? Je dirais peut-être 30%. Ouais, moi j'aurais dit un peu pareil, 35, 40. Qui sont en proie au syndrome de l'imposteur? Ouais. Ah, vous êtes loin du compte. Je pense que vous êtes des personnes qui ont confiance en eux. Ah non, alors non, c'est pas du tout 70% de la population. Ah waouh. Après, je pense que là, avec tes exemples cités, je sais pas toi, moi je me suis reconnue dans 2 catégories. Tu vois. Donc, potentiellement, c'est ce que je pense, j'ai peut-être pas conscience de l'avoir. Mais peut-être, comme tu disais, tu as assez confiance en toi sur ta capacité aussi à avancer et à aller de l'avant. Et ça, en fait, finalement, c'est quelque chose de très situationnel. Je dis, ok, si je prends là la santé, c'était toutes ces preuves-là, peut-être que je suis dans le doute, mais en fait, je sais que je vais y arriver. Parce que je vais me donner à fond, parce que tu es travailleuse, parce que machin. Donc forcément, il y a ce truc-là aussi qui rentre en compte. Et du coup, peut-être que tu n'as pas... En fait, c'est tellement rapide, tu le ressens tellement rapidement que pour toi, c'est inexistant. Ouais. Après, j'avoue que, là, même en échangeant sur ça, j'ai l'impression que parfois d'associer la confiance en soi de manière négative. Genre, justement, ça revient au fait dont on parlait tout à l'heure, où quelqu'un qui a trop d'ego ou qui a tout. En fait, j'ai l'impression que moi, je l'associe un peu négativement. Du coup, tu sais, quand t'as dit, vous avez trop confiance en vous, non, tu vois, genre. Ah non, au contraire. Oui, mais du coup, tu vois, genre, moi, j'ai l'impression d'associer négativement ou quelqu'un qui a trop confiance en soi. Donc, toi, en fait, c'est quelqu'un qui va en faire trop, alors qu'en vrai, qui est non. arrogant. En fait. Ouais, mais toi, alors tu le vois avec elle, non. Genre, c'est intéressant. Mais du coup, c'est intéressant de voir cet aspect-là. C'est vrai que le côté arrogant, c'est quelqu'un qui va plutôt écraser avec sa confiance. Alors que là, non, au contraire, vous exposez des faits par rapport à votre, à vos vies, à votre vécu. Donc non, pour moi, c'était plutôt un compliment. C'est quelqu'un qui a confiance en soi. C'est quelqu'un avec qui on a envie d'écouter, qu'on a envie de se dire, ah ouais, tu vois, là, je m'en sers sur cette situation-là. Je veux pas lui ressembler, mais je veux avoir autant d'assurance que cette personne. Ou alors tu t'identifies et ça te booste toi-même aussi. Exactement. Tu te dis, mais est-ce que dans le
dans l'écosystème public, enfin je sais pas comment dire, mais est-ce que c'est perçu comme négatif la confiance en soi? Enfin comment? Parce que j'ai l'impression que parfois, tu vois, notamment via les réseaux sociaux, via les vidéos sur YouTube, etc., où il y a des gens, il y a toujours des haters entre guillemets. Forcément. Mais du coup, des fois, quand tu regardes des commentaires sur des vidéos, etc., il y en a qui sont là en mode ah, mais il a trop confiance en lui ou machin, c'est insupportable, tu vois. Genre, enfin, est-ce que c'est associé positivement dans la vie de tous les jours ou est-ce qu'on a des chiffres sur ça ou comme quoi c'est associé négativement? Alors, j'ai pas forcément de chiffres là-dessus. Par contre, c'est très documenté ce sujet-là. Je suis pas forcément le plus à l'aise à en parler là maintenant, étant donné que j'ai pas ces trucs-là. Mais je sais que personnellement, moi, souvent quand je perçois quelqu'un sur les réseaux sociaux, etc., où je me dis ouais, il a trop confiance en cette personne. En fait, c'est très contextuel. Ouais. C'est sur un sujet bien parce que dans les réseaux sociaux, on montre une image. Bah oui. On essaie de vendre, donc on se survend. C'est un peu ce que je disais sur LinkedIn, ouais, tu vois. Donc en fait, oui, on a la personne, elle paraît hyper confiante, mais c'est pour vendre aussi. Donc non, c'est que mon avis. Non, mais c'est aussi une vision un peu biaisée de soi-même. En fait, souvent on projette aussi nos biais. J'aimerais être comme cette personne-là ou avoir autant d'assurance. En fait, ça fait miroir. Exactement, ouais. Quelqu'un, admettons, sur tour Instagram, tu vois quelqu'un, un mec, il est torse nu à la plage avec des gros abdos, tu vois, des gros pecs. Tu te dis, ah ouais, le salaud, il a réussi, quoi. Il a confiance en lui, quoi. En fait, c'est que peut-être que toi, t'aimerais avoir son corps, quoi. Ouais, c'est vrai, ok. Ouais, donc c'est peut-être aussi une question de vision, de comment on visualise un peu les choses ou la situation derrière. Ok. Eh bien, merci à vous deux sur ces questions-là. Et alors, du coup, on s'est plus ou moins mis d'accord que finalement, la confiance, ça peut venir soit naturellement, mais ensuite, ça se construit ou ça se fait évoluer. Quelles sont, vos petites choses à vous qui permettent de cultiver cette confiance en soi? Moi, je dirais déjà le fait de se laisser tranquille. Se laisser tranquille en fait, arrêter de toujours se poser des questions. Ensuite, comment dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Attends. Se parler à soi-même, en fait. C'est important de se dire que tu peux échouer. C'est pas parce que t'as un objectif, c'est pas parce que tu vas échouer que t'auras complètement échoué. Tout ce que t'auras fait, admettons, t'as un gros objectif. Que ce soit professionnel ou dans le sport. Moi, j'ai toujours l'exemple du sport. Et t'as fait une super préparation, mais le jour J, t'as fait pas la course que t'espérais. Mais ta préparation, tu l'as quand même réussi. Ça veut dire que t'es capable de faire une bonne prépa, t'es capable d'être rigoureux, d'aller à l'entraînement. Et ça, en fait, ça doit nourrir ta confiance en toi. Faut pas regarder uniquement l'objectif, quoi. Et moi, je dirais peut-être positiver l'échec en s'informant sur des personnes justement qui ont échoué à certains moments. Par exemple, ils ont réussi leur prépa. C'est un bon exemple, je trouve, encore une fois avec le sport. Mais le jour J, ils n'ont pas réussi à terminer leur course, leur marathon, etc. Et moi, je trouve qu'avoir des discours de personnes qui sont en échec, je trouve que ça permet de cultiver le fait que derrière, on va pouvoir positiver les choses et du coup cultiver cette confiance en soi pour se dire ok, tout le monde échoue, on a le droit d'être bien préparé, d'avoir fait tout comme il faut, mais il y a un petit imprévu quelque part, c'est ok, il faut passer au-dessus. Et moi, je trouve qu'en tout cas, ça m'a beaucoup aidé d'écouter des podcasts ou de lire des livres justement où des gens n'avaient pas forcément réussi. Et encore une fois, en lien avec le sport, parce que justement, ça a cultivé le fait que c'est ok, juste ça fait partie du jeu. Le but, c'est de recommencer, de répéter et d'essayer de faire mieux. Et du coup, pour maintenir cette confiance en soi et la développer justement après. Donc c'est une culture de l'échec, mais aussi de l'expérience finalement, selon vous. Ouais, c'est ça. Moi, il y a vraiment un phénomène récent, que ce soit dans le travail aussi dans le sport. Beaucoup de sportifs ont un burn-out du sport. Ouais, c'est vrai. Donc post-JO, en fait, ils savent plus faire. Ils doutent tellement qu'ils savent plus faire de sport, ils savent plus comment s'y prendre, plus s'entraîner. Et donc là, en fait, on les retrouve 1 an et demi ou 2 ans plus tard dans un podcast comme ça, et ils disent j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mes limites, et aujourd'hui, je suis plus fort que ce que j'étais avant, mais mentalement et pas uniquement physiquement, sportivement, quoi. C'est vrai. Donc, voilà. C'est une super remarque parce que je pense que la confiance en soi, ça vient aussi un peu d'une introspection en fait. Si tu fais une introspection et que tu commences à prendre le temps
alors quand je dis pour toi, c'est pas se détendre, forcément se détendre, etc. C'est détendre effectivement son esprit, etc. Mais aussi savoir se faire des points avec soi-même, ou dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que les fameux objectifs SMART qu'on disait, il faut que ce soit atteignable, etc. Petit à petit. On voit de plus en plus sur internet des formations soi-disant pour créer des habits tracker, des machins, etc. Moi je trouve ça hyper intéressant, mais c'est pas forcément adapté à chacun, aux besoins de chacun. Il faut construire soi-même. Enfin, il faut se construire soi-même sa propre confiance en soi avec nos propres limites, nos propres envies, et aussi ne pas trop se disperser dans de en se focalisant sur de la performance pure, en fait. C'est ça. Et moi, quand j'ai commencé à ne plus penser performance, je veux dire tous les jours, ça a entraîné beaucoup de changements intérieurs très naturels finalement dans ma tête et aussi dans mon corps, quoi. Ça s'est senti. Franchement, je me dis, en fait, faut que je continue à cultiver en fait ce truc-là. Et t'es plus léger en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est alléger sa tête. Ah ouais, vraiment. Accepter le doute, accepter l'échec, mais justement se dire je vis ce sentiment d'échec aussi. Faut que tu vives en fait ce truc-là sans en faire des caisses. Et à un moment tu fais maintenant souffle un coup. Non mais et ça c'est très personnel. Souffle un coup, regarde regarde la montagne que tu as gravie, regarde celle que tu vas gravir. Elle se ressemble un peu, elle est un peu différente. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller chercher la prochaine marche ou la prochaine étape? Oui, puis je trouve aussi que parfois on se met nous-mêmes des obstacles devant nos pieds, alors que c'était tout droit, mais on a décidé de mettre un vent entre nous, alors que, non, il n'y avait pas besoin. Et du coup, des fois, on s'auto-sabote, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est vachement lié à la confiance en soi, parce que plus tu cultives cette confiance en toi, moins tu t'auto-sabotes et plus justement tu prends des risques. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, plus tu prends des risques à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, ou à aller dans une mission sur laquelle tu t'en vas à toi, mais tu as pris le risque et au final ça paye parce que justement tu as essayé d'y aller et tu as trouvé des solutions pour y aller, alors que parfois après ça dépend aussi de la personnalité je pense, mais des fois on voit un truc, on se dit non mais je suis pas capable et tout, mais du coup on s'auto-sabote parce qu'on fait que de se le dire, que c'est en lien encore une fois avec le doute, et du coup en fait c'est normal que t'as pas la confiance parce que tu restes dans ta spirale et tu mets tout seul des petits bâtons dans les roues, quoi. Voilà. Exactement. Du coup, ça revient encore au livre que je disais tout à l'heure. La montagne, c'est soi. Effectivement, c'est un combat. Enfin, moi, j'associe ça à un combat, mais c'est un combat pour de déconstruction en fait de tout le négatif qu'on peut cumuler et en fait la charge mentale que ça génère. Et en fait, cultiver sa confiance en soi, c'est se cultiver soi finalement, son mindset avec ses objectifs, etc. Mais je trouve que c'est aussi parfois dur parce que les autres, ils peuvent remettre en cause un peu cette confiance en soi-là, et ça revient encore sur les réseaux et tout. Enfin, par exemple, si on prend l'exemple de Léna Situation, à chaque fois qu'elle met en avant ce qu'elle fait, ou même sur son physique, les gens, à chaque fois, ils viennent la charrier un peu sur ça. Et du coup, elle a appris quand même maintenant à s'en découdre, même si avant c'était compliqué, à s'en découdre, mais justement parce qu'elle cultive ce fait que j'ai confiance en moi, faut pas que ça m'impacte, mais du coup c'est hyper dur de mettre un filtre devant les autres parce que c'est surtout eux en fait qui impactent aussi notre confiance en nous. J'ai l'impression que... Puis si tu masques, si tu mets un trop gros voile, le jour où ça éclate vraiment, là c'est décuplé et en fait tu tombes plus bas que tu te disais, quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre avec les autres, et c'est ça qui est aussi important, pas juste dans le fait de se connaître, c'est apprendre à voir que les autres vont forcément te faire des critiques, vont dire des choses qui vont pas te plaire, mais il faut que ça soit ok, et il faut que justement tu arrives à passer outre pour pas que ça t'impacte toi. Ça tombe bien, tu spoil le prochain épisode de Entre les Skills sur le feedback, justement, comment recevoir le feedback et faire un feedback constructif pour les autres. Et je pense que c'est quelque chose dans la société qu'on sait pas faire, qu'on a perdu ou peut-être perdu au cours des années ou autre. Mais ça sera intéressant d'en discuter avec d'autres invités. Malheureusement, ce sera pas vous, mais je garde la question, cette question-là pour le prochain épisode. Moi, j'ai d'autres petits éléments sur construire sa confiance en soi. Rapidement, est-ce que vous avez un exemple personnel qui vous tient à cœur qui lié à votre confiance, ce moment où vous vous êtes dit là j'ai confiance en moi, je vais y arriver,
mais quelque chose qui est assez marquant pour vous dans le côté professionnel ou même dans le sport, et où il y a une finalité derrière. Comme ça, moi, j'ai rien qui pop. Hip-hop, ouais. Ouais, moi, c'est plutôt dans le côté peut-être plus scolaire, Ok. où là, forcément, il y a une dynamique de groupe. On est dans une classe, c'est compliqué. J'ai souvenir vraiment à la fin du BTS où la suite logique, c'était d'aller en licence pro. Et moi, j'avais envie d'aller en école d'ingénieur. Donc, je me suis fait refuser des écoles d'ingénieur parce que le niveau BTS, scolairement, n'était pas assez bon pour entrer en cursus ingénieur. Et donc, il y avait une passerelle qui s'appelait la classe préparatoire ATS, admission technicien supérieur, où c'était 1 an de prépa en fait accéléré sur des matières très scientifiques. Et donc, je me suis dit, c'est mon seul moyen d'accéder à ce rêve, on va dire, d'aller en école d'ingénieur. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait et j'ai pas regretté. Et c'est une année vraiment qui était hyper enrichissante. Et je me suis dit, mais en fait, merci. Je me suis remercié de m'être fait confiance et de me dire, mais en fait, si tu vas y arriver, même si les profs te disent que c'est peut-être ça va être dur. Oui, certes, ça va être dur, mais dans 1 an, tu seras content de toi et tu vas y arriver. Et ensuite, après, je suis allé en école d'ingénieur et c'était vraiment le ticket d'or parce qu'en arrivant en école d'ingénieur, j'avais déjà fait plein de choses, notamment sur les matières scientifiques. Donc c'était vraiment, j'ai jamais regretté de m'être fait confiance. C'est vrai que du coup, je pense que c'est aussi en lien avec l'école. Ouais. En fait, je pense que l'école, ça nous forge quand même pas mal quand on Déjà, évolue. tu passes les étapes du collège où c'est dur, tu te prends les réflexions, t'hésites pendant 3 semaines à te mettre du gel dans les cheveux parce que tu te dis on va se moquer de toi, tu vois. Ouais, carrément. Je trouve ça dur. Ensuite, t'arrives au lycée, c'est encore différent, et après t'arrives en études sup. Et en fait, t'arrives on va dire en fin d'études, soit t'es complètement cassé, soit tu te dis oui bon c'est bon, laissez-moi tranquille, je suis grand quoi. Ouais, carrément. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, t'inquiète, pas de soucis. Mais ouais, je pense que c'est pareil, c'est en lien avec l'école où ça s'est plus développé parce que j'ai participé à beaucoup d'associations. Du coup, j'étais investie vraiment dans plein de sujets différents. Et grâce à ça, j'ai pu être porte-parole au sein du niveau national. Donc, c'est les JE, les juniors entreprises d'IAE. Et du coup, j'étais porte-parole de la fédération des JAE, ça s'appelait. Et ça, pour le coup, ça a donné vraiment un coup de boost parce que je m'étais dit, ok, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas passé des soirées à pas voir mes copains et à taffer pour faire ça, parce que derrière, en fait, il y a aussi ce truc de reconnaissance et de trop bien, je suis capable de faire ça, je suis capable d'aller aussi loin, je suis capable de porter autant de projets à la fois. Et on t'a fait confiance. Et on m'a fait confiance donc, pour représenter après, du coup, le reste des groupes en France, quoi. Donc, en vrai, c'est hyper satisfaisant et je pense que c'est aussi en lien avec l'école. Voilà. Merci pour ces partages. Du coup, je pense que pour conclure cette émission, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un fait, c'est que finalement la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on cultive, c'est quelque chose qu'on construit via l'expérience, via aussi les prises de risques. Non pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de doute. Au contraire, c'est sa capacité plutôt à avancer malgré le doute, à peut-être se tirer vers le haut un peu plus de ça, faire un peu cette rétro avec soi-même pour se dire je suis capable de faire ça et d'avancer. Et ensuite, oser, tout simplement, oser faire les choses et ne pas se juger négativement, prendre le temps de savourer les échecs, être gentil avec soi-même, et surtout lâcher prise en fait finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir la tête moins lourde et avancer. Et en plus, oser, c'est prendre un risque, mais souvent c'est récompensé, donc je trouve que ça résume bien aussi le fait d'avoir confiance en soi. En fait. Ouais, exactement. Donc c'est un bon terme. Merci à vous deux. Franchement, c'était super enrichissant et je suis sûr que nos auditeurs et auditrices seront hyper contents de vous entendre. Pour aller plus loin dans la confiance en soi, la recherche ou se construire, on va vous mettre à disposition une petite boîte à outils pour aller plus loin. Alors, il y a bien sûr tous les liens vers les différents ouvrages, les différents articles. Il y aura aussi des différents outils pour cultiver sa confiance en soi, de petits exercices à faire avec soi-même et autres. On vous met tout ça en description. Et j'aimerais aussi que vous répondiez à une question très personnelle. C'est êtes-vous fier de vous et à quel moment vous êtes dit là j'ai confiance en moi, je vais avancer et ça vous a débloqué des situations? C'est une bonne question.
Très C'est une À bonne vos question, commentaires, hein. À Là, vos c'est commentaires. vraiment une bonne question. Allez-y, lâchez-vous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès de vous, d'en parler sur les réseaux sociaux, nous faire des petits commentaires pour les feedbacks, c'est toujours constructif. On se rejoint pour un prochain épisode le mois prochain sur le feedback justement, donc comment faire un feedback constructif et aussi comment recevoir son feedback. Donc j'espère que vous allez pouvoir On écoutera. l'écouter On a aussi. hâte, on a hâte d'écouter ça. En tout cas, on va vous donner plein de petits outils aussi après. Le but c'est de se sentir bien et de continuer à évoluer et de faire développer ses soft skills. C'est le but de l'émission. N'hésitez pas à suivre les actualités de la communauté sur le site Extia et surtout n'hésitez pas à nous proposer des prochains sujets qu'on mettra en lumière dans Entre les Skills.